Bonsoir, mon nom est Stéphanie Gamache, conseillère aux familles et responsable de l'administration pour la maison Gamache et Nadeau. Mon grand-père Claude, mon père François et moi-même sommes très fiers de supporter la télévision communautaire des Appalaches dans la présentation de cette série d'émissions portant sur l'art, la culture et le patrimoine. C'est pour nous une façon de contribuer à la promotion des talents de notre communauté, ainsi qu'à la conservation et à la diffusion de notre histoire locale. À tous et à toutes, bonne émission. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à l'émission Art, Culture et Patrimoine. Alors, cette semaine, une invitée, je dirais, spéciale pour l'émission. Quelqu'un qu'on pourrait qualifier d'ambassadrice de la ville de Thetford parce qu'elle a rayonné un peu partout à Montréal et même en Afrique. Alors, et on l'a décrit comme étant une pieuvre dynamique aux tentacules multicolores, une dynamo organisée tout-terrain. Alors, je vous présente Karine Cloutier. Madame Cloutier, bienvenue. Merci. Alors, moi, lorsque j'ai vu la présentation sur votre site Internet, j'ai pas pu m'empêcher de l'utiliser pour vous la voler. Alors, je trouvais ça vraiment bien. Alors, est-ce que vous êtes vraiment une pieuvre aux tentacules multicolores? Oui, ça, c'est des amis à moi qui m'ont baptisée comme ça, puis je fais beaucoup de choses en même temps dans différents domaines. Fait que oui, j'aime ça m'étendre. Et quand j'ai vu votre agenda, qui est également aussi sur le site, je me suis vraiment rendu compte qu'il fallait être organisé pour vivre autant de façon aussi intense. Effectivement, ça demande un agenda bien organisé puis bien structuré avec beaucoup de cases colorées. D'abord, on pourrait situer les gens sur ce que vous faites. Si je prononce le mot danse, je pense que je viens d'englober pas mal toutes vos activités et après on les précisera. Tout à fait, oui. Et cette danse-là, vous avez commencé à Thetford? Oui, j'ai commencé, j'avais 4 ans, à l'école de danse Joanne Rodrigue, ici à Thetford. Ça a été en loisir pendant une bonne, presque 10 ans, je dirais, jusqu'à l'âge de 11-12 ans. Puis, j'ai jamais arrêté. Est-ce que vous aviez une propension là, particulière pour la danse aussi? Bon, c'était un loisir, puis c'était une occupation. Bien, je me rappelle que ma mère m'avait demandé « Qu'est-ce que tu veux faire, des cours de danse ou des cours de natation? » J'ai choisi la danse, puis je sais toujours pas nager. Fait que ça a vraiment été ma passion, puis j'en ai fait vraiment, ma carrière après. Études primaires à Thetford? Oui, à l'école Tournesol. OK, et ensuite, le cheminement? Bien, cheminement normal, secondaire, pas ici, mais à Québec. Ensuite, un peu de cégep ici pour finalement décider d'aller en arts et technologies des médias à Jonquière. Puis de là, j'ai découvert vraiment plus la danse contemporaine, c'était quoi. J'avais ma troupe de danse, j'étais beaucoup impliquée. J'ai rencontré des chorégraphes de danse contemporaine. Puis là, je me suis lancée, en fait. J'ai fait ma demande d'admission à l'UQAM, puis j'ai fait mon bac. Un bac en danse contemporaine, ça comprend quoi? Ça comprend des classes techniques, des cours d'histoire, d'anatomie. C'est quand même assez costaud comme programme. Moi, je l'ai fait en 4 ans. J'ai allongé mon processus. Puis, finalement, c'est ça, j'ai fait le profil interprétation. Donc, beaucoup de représentations en salle, des processus de création. Puis, c'est ça, j'ai terminé en 2002. Je fais un petit recul parce que j'ai oublié... les lieux ici vous sont familiers. Oui, oui, j'ai eu la chance, en fait, de travailler ici. J'avais 17 ans. C'était ma job d'été avec Sophie Pailleur. On était 2 étudiantes bien motivées, puis on a fait une série d'émissions
J'ai oublié le titre, là, mais on avait un peu carte blanche, puis on a eu beaucoup de plaisir. Et ça, c'était l'expérience de Jonquière, là, oui, qui entre c'est en ça. ligne de compte? Exactement, oui. Mm-hmm. Et quand vous êtes sorti de l'université avec un bac en danse contemporaine, on fait quoi? On se pose beaucoup de questions. C'est sûr que le désir d'être interprète est très grand, de danser et de faire que ça. Mais le bassin de chorégraphes est petit. J'étais à la bonne place. Montréal, c'est vraiment la capitale de la danse. Il y a énormément de chorégraphes, de très bons chorégraphes, beaucoup de projets, mais on était très nombreux. Donc, j'ai choisi de me faire un projet personnel. Donc, j'ai travaillé presque pendant 9 mois sur un projet solo et je me suis brûlée complètement. Je me suis blessée aussi. Donc, ça a été beaucoup d'épreuves, je dirais, personnelles, puis de recherche d'identité. Puis ça a été quelques années là, à fouiller, puis à savoir, pas trop savoir ce que j'allais faire, mais toujours en travaillant dans le milieu de la danse, mais pas nécessairement comme danseuse. Mm-hmm. Et on a beaucoup parlé de l'Afrique dans votre cas. Est-ce que l'Afrique a été déterminante? Totalement, parce que l'Afrique était présente dans ma vie comme ça, sans raison. Pas nécessairement parce que j'ai des gens dans ma famille qui étaient allés, mais parce que j'en entendais parler, parce que j'avais un désir et un rêve d'aller en Afrique. Puis avec tout le processus qui était difficile en danse, bien, j'ai fait des recherches, puis je suis tombée sur un projet de solidarité internationale et qui était en lien avec Cirque du Monde. Donc, ça rejoignait un peu le corps, le mouvement, ça m'intriguait. J'ai appliqué, puis finalement, j'ai été choisie. Donc, en 2006, je suis partie au Burkina Faso pour la première fois avec un stage avec Cirque du Monde, voilà. Puis je suis partie 2 mois et demi. Bon, le Burkina Faso, ça aurait pu être un autre pays d'Afrique ou... Ben oui, ça aurait pu être un autre pays d'Afrique si ça a donné que le projet se faisait là. Mais je me rappelle qu'en envoyant mon dossier, je savais que j'allais partir. C'était clair. OK. Ouais. Quand on parle de coopération internationale, vous aviez déjà vécu une expérience à Thetford? Oui, avec Cassira, Amistad, 17, je pense, 21, je ne sais plus. Mais oui, on était un beau groupe. On était partis au Nicaragua planter des bananes. Alors, ça veut dire que là, présentement, ces bananes-là, ces bananiers-là sont à maturité? Oui, ils n'existent plus. Je pense que c'est une autre plantation, sûrement. Donc, si on revient à l'Afrique et au Burkina Faso, ça a été une expérience intéressante? Oui, puis déterminante parce que ça m'a redonné le goût de danser, en fait. J'ai rencontré des gens là-bas, j'ai suivi des cours, puis j'ai dansé pour le plaisir. Puis ça, je l'avais perdu avec mon cheminement en danse contemporaine. Fait que ça a été vraiment une connexion vraiment positive. Puis ça a ouvert une porte là, sur un autre style de danse, c'est sûr, autre que la danse contemporaine, mais dans lequel je me sentais à l'aise, puis dans lequel j'avais repris goût à danser pour le plaisir. Quand vous dites que vous avez dansé là, au Burkina Faso, c'était de façon professionnelle, c'est-à-dire dans des spectacles ou c'était dans la vie courante de tous les jours? Là? Bien, un peu dans la vie courante de tous les jours parce qu'ils ont su que je dansais dans la vie. Fait que là, ils voulaient savoir. Puis là, ah oui, moi, je connais un super bon prof, il va venir t'enseigner, blablabla. Puis là, bien évidemment, on avait des fêtes de départ là, parce qu'on vivait dans des familles et tout ça. Fait que j'ai fait peut-être comme 3 représentations, mais de manière informelle, mais tu sais, avec une cour remplie de 80 enfants qui arrivaient d'un peu partout. Donc, j'ai été en spectacle sur mon balcon. Là. Cirque du Monde, ça vient faire quoi là, dans toute cette histoire-là? Bien, Cirque du Monde, c'était en fait un projet qui était au Burkina, qui était chapeauté et qui est toujours chapeauté par le Cirque du Soleil, qui est comme le volet social du Cirque du Soleil. Donc, c'est comme ça que j'ai pu travailler avec les moniteurs au Burkina, les moniteurs de cirque qui font du cirque social. Donc, ils vont vers les enfants de la rue, des enfants c'est ça, un peu dans la misère, là, qui n'ont pas de famille, puis qui essaient de leur donner confiance en eux avec le cirque. Et
quand on parle du Burkina Faso, on en parle, nous, comme si on connaissait ça beaucoup, là, mais c'était quoi comme pays auparavant et ça ressemble à quoi comme communauté? Bien, c'est un petit pays qui n'est pas de très grande superficie, qui s'appelait la Haute-Volta jadis et qui est en Afrique de l'Ouest. Donc, les gens connaissent peut-être un peu plus le Mali physiquement sur la carte. Donc, c'est vraiment la portion ouest, donc la portion francophone de l'Afrique. C'est une communauté des gens très accueillants et qui a un long passé avec le Québec. Donc, les Québécois et les Burkinabés s'apprécient beaucoup de manière générale. OK, alors c'est un petit peu un naturel. Oui, si on veut, oui. Vous avez parlé d'enfants et on voit que, bon, ce dont on va parler un petit peu plus tard dans l'émission, c'est beaucoup centré sur les enfants. Est-ce que c'est là, justement, que vous avez pris contact là, avec cette... Bien, oui, puis avec tous les autres séjours qui se sont enchaînés, je dirais, au Burkina, parce qu'il y en a eu plusieurs. Il y a un proverbe africain qui m'a marqué puis que je traîne depuis. C'est « ça prend un village pour élever un enfant ». Donc, c'est vraiment ça qui a fait que ça m'a inspirée, en fait, de poursuivre puis d'aller vers les enfants. J'ai toujours aimé les enfants, mais mon travail puis ma carrière s'est un peu orientée plus enfant-famille, beaucoup parce que j'ai été entourée d'enfants là-bas puis qu'on m'a mis des enfants au dos. Et sur votre site, justement, il y a un élément, là, il y a un onglet où on parle de portage. Oui. Alors, c'est pas le... Portage de canot, là, c'est pas ça. Alors, c'est le portage des enfants, là. Oui, oui. C'est culturellement, ici, en Occident, c'est de plus en plus connu, je dirais. C'est un bout de tissu qu'on utilise, qu'on va nouer pour garder notre enfant proche sur nous. Mais en Afrique, c'est la nappe. C'est un peu comme la nappe de la table. C'est un pagne, un rectangle de tissu que les mères vont nouer et vont garder leur enfant au dos. Donc, je suis formatrice en portage parce que ça me sert dans mon travail. Et disons, c'est facile à apprendre, c'est facile à pratiquer? Bien, ça prend une certaine confiance, mais les parents savent quoi faire intuitivement. Il y a quelque chose qui est très organique dans cette technique-là. Puis, de plus en plus, en fait, à Montréal, en tout cas, de plus en plus, on en voit beaucoup de parents qui souhaitent porter leur enfant, tout simplement parce que c'est plus pratique qu'une poussette, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de bienfaits au niveau du lien parent-enfant. Ça rapproche davantage? Oui, oui, il y a vraiment un bienfait autant pour l'enfant que pour l'adulte. Si on revient à Montréal, justement, oui. On parle de danse et de l'Afrique. Dans les onglets que j'ai consultés, on parle de danse africaine là, contemporaine. Là. Oui. Alors, j'aimerais que vous puissiez me dire, à Montréal, on gagne sa vie de quelle façon quand on parle de danse? Bien, c'est pour ça qu'on devient une pieuvre. On a besoin d'être très diversifié si on veut travailler avec notre art. C'est pas juste la danse, c'est autant la musique que tous les arts qui existent. On en fait en tant qu'interprète, on l'enseigne, on crée des projets. Moi, j'ai beaucoup créé de projets de médiation culturelle pour aller vers les citoyens. Donc, utiliser la danse contemporaine, oui, mais mélanger avec la danse africaine. Donc, tout le côté percussif, le côté joyeux, le côté rassembleur de la danse africaine. Mélanger ça avec la danse contemporaine parce qu'on a une liberté, en fait. En danse contemporaine, on peut, entre gros guillemets, faire ce qu'on veut et développer notre langage. Donc, c'est ça que je fais. Quand on parle de médiation culturelle, vous pourriez nous expliquer... C'est quoi, hein? Oui. C'est une drôle de bébite. La médiation culturelle, en fait, c'est utiliser un art pour aller à la rencontre d'un public qui ne connaît pas nécessairement ça et rendre accessible ce qu'on fait. Donc, il y a de l'art inaccessible, puis il y a des artistes qui ne veulent pas se rendre accessibles. Moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est que je veux que
les gens se sentent interpellés par cette danse-là et qu'ils puissent la faire comme ils veulent, sans pression de performance. Donc, pour moi, la médiation culturelle, c'est utiliser l'art pour rentrer en relation avec les autres. Vous êtes travailleuse autonome et on vous embauche à gauche et à droite? À gauche, à droite, en haut, en bas. Oui, travailleur autonome par choix. Aussi parce que le contexte du milieu culturel le demande et ça impose un peu cette structure-là. Mais par choix aussi, parce que ça me donne une liberté que j'ai besoin puis que j'apprécie beaucoup. Et ça me permet d'aller vraiment partout puis d'avoir, oui, plusieurs employeurs dans une année, mais de rencontrer vraiment plus de gens. Le genre d'organisme qui vous embauche? Des écoles, des bibliothèques, les maisons de la culture, Petit Bonheur, qui est mon partenaire principal, qui est un festival pour les 0-6 ans. Des fois, c'est des organismes communautaires, des regroupements de femmes qui ont envie de faire vivre à des mères ou à des femmes qui vivent des choses plus difficiles. Donc, c'est assez diversifié, puis c'est le fun parce que je peux me retrouver dans un merveilleux studio de danse comme dans un sous-sol d'église ou dans une maison où on a tassé les meubles. Alors, c'est aussi diversifié Oui. que ça. Moi, je voyais que vous étiez partie prenante, que vous faisiez partie de la liste des artistes qu'on peut demander dans les écoles. Oui. Éventuellement, est-ce qu'on pourrait vous accueillir dans la région? J'aimerais ça. Oui, le bottin. En fait, c'est le programme artiste à l'école. C'est le programme du ministère Culture et Communication. Donc, oui, effectivement, je peux faire le tour du Québec. Vous êtes disponible pour Bien, ça? évidemment, selon les disponibilités de mon agenda, là, mais oui, je peux aller partout dans toutes les écoles. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle on a entendu plus souvent ou on a lu plus souvent que vous étiez, entre autres, dans le quartier Hochelaga à Montréal aussi? C'est un hasard, non? Hasard ou je ne sais trop comment dire, mais la vie nous interpelle à des endroits. Autant le Burkina m'a appelé, après le Burkina, ça a été Hochelaga-Maisonneuve. Principalement parce que Petit Bonheur, le festival est basé dans le quartier, mais parce que j'y habite puis parce que j'ai besoin de... J'allais dire m'incruster, là, mais m'étaler, en tout cas, puis de créer un réseau. Puis ça fait 7 ans maintenant. Ouais. Quand on voit sur un CV ou dans un site Internet « Cirque du Soleil », ça accroche. Et c'est accrocheur, là. Or, vous avez joué quel rôle au sein du Cirque du Soleil? Bien, c'est un beau rôle que j'ai au cirque parce que je suis ce qu'on appelle coach artistique. Donc, j'ai la chance d'entraîner de manière ponctuelle des artistes qui ont un mandat de remplacement. Donc, exemple, sur un spectacle, il y a un artiste qui doit quitter parce que son contrat est terminé, peu importe où il s'est blessé, ça c'est moins agréable, mais il y a un artiste qui vient à Montréal et il doit apprendre la partition de cet artiste-là. Donc, ça veut dire les entrées, les sorties, les chorégraphies, les mouvements, les manipulations. C'est assez diversifié puis c'est assez complexe parce qu'on travaille avec des fantômes. Donc, moi, j'ai l'artiste avec moi dans mon studio, mais il faut imaginer qu'ils sont 50 sur scène. Donc, et qu'on est dans le bon espace. On a la musique, tout ça. On travaille beaucoup avec la vidéo, avec la télévision, sur la télévision, puis de regarder ensemble, d'apprendre ensemble. Donc, de guider et de travailler vraiment sur le côté artistique. Puis, je travaille en collaboration avec les entraîneurs acrobatiques si c'est nécessaire. Donc, c'est vraiment du 1 à 1. Puis ça me permet de travailler avec des gens qui arrivent de partout, là, de la Russie, du Pérou, du Brésil. Et je présume que là-dedans, vous avez des artistes qui sont de haut calibre. Très, oui. Donc, c'est très stimulant. Puis les relations se développent de manière très rapidement. Des fois, je suis 3 semaines avec eux seulement, puis ils doivent partir. Donc, mon mandat, je dois tout leur donner pour qu'ils puissent être le plus rapidement autonomes.
Ça représente, cette participation-là au Cirque du Soleil, ça représente un bon pourcentage de votre travail? Bien, maintenant, ça a beaucoup changé, mais je dirais dans les premières années, là, malheureusement, il y a eu des coupures, bon, tout ça, mais je dirais depuis 2008, c'était, je dirais, presque la moitié de mon temps qui était là. Mm-hmm. Oui. Alors, caméra, tout à l'heure, on a prononcé un nom qui est accrocheur. On a parlé du Kilimandjaro. Vous en revenez du Kilimandjaro? Parlez-nous de votre expérience. Ça fait pas longtemps que je suis revenue, donc c'est très frais. Le Kili, pour moi, c'était un rêve, d'abord. Donc, j'ai eu la chance de partir avec Caravanier, qui est une compagnie qui fait dans le tourisme d'aventure. Donc, une compagnie qui est très qualifiée, je dirais, et très bien organisée. Donc, j'avais un double mandat, de faire le trek, mais de ramener des images. Donc, je suis partie avec ma caméra dans mon sac à dos. Et mon mandat était de capter le plus possible les moments du voyage. C'était très exigeant. Quand je suis revenue, j'avais 2 mots. C'était intense et surréaliste. Ouais, c'est... Intense parce que? Intense parce que c'est un trek de 11 jours. On fait 2 montagnes. C'est intense à cause de l'altitude, à cause de la fatigue, à cause de l'immensité de cette montagne-là. Surréaliste parce que on est en haut, on reste 1 heure, 1 heure et demie, puis on redescend. Puis quand on redescend, on regarde la montagne, puis on dit « j'étais là ». Et ça fait pas si longtemps que ça. Puis c'est vraiment le moment présent qui compte. Mm-hmm. On est là, maintenant. C'est pas le pas d'avant ou le pas d'après, c'est où est-ce que tu mets tes pieds sur la roche au moment présent. Fait que c'est assez particulier tout ce qui se passe. En tout cas, pour moi, tout ce qui s'est passé dans ce séjour-là. C'est de savourer l'instant présent, là. Le ici, maintenant, là, il n'y a pas d'autre chose. Après quoi? 7 jours d'effort? Le Kili, oui, 7 jours. Mais avant, on avait un 5 jours dans nos bottines. Et la pire, je dirais la pire épreuve dans l'ascension du Kilimandjaro? La veille du sommet, la journée de 12 heures de marche, qu'on marche à ce rythme-là, puis qu'on se dit, je vois pas ma partner qui est en avant de moi, à votre distance, je la voyais pas. On était la tête dans les nuages, dans la brume, on voit pas où est-ce qu'on va. Puis il faut avancer, puis il faut monter, puis aux 20 minutes, il faut s'arrêter parce qu'on a le souffle court. Ça a été ma pire journée de toute ma vie. Est-ce que c'est particulier à la journée où vous étiez là ou c'est toujours comme ça quand vous dites... non, c'est particulier à la journée. Moi, je l'ai vécu. Je veux dire, notre température, c'était ça. À chaque trek, sa température. On a eu un ciel magnifique au sommet. Mais quand on arrive à 5680 quelques mètres et qu'on dit « il nous en reste 300 », moi, mon sommeil était là. J'étais... Oui. Et quand on parle de trekking, il faut, pour les gens qui ne sont pas familiers avec ça, il faut dire que c'est différent de l'escalade. Ah oui, non, c'est pas du tout technique. On met nos bottes, on a nos bâtons, on a notre sac sur notre dos. Moi, j'avais la caméra en plus. Mais c'est une marche en montagne. Il n'y a pas de pic et de... Et il en a résulté quoi? Vous parlez de votre caméra, là. Ben, j'ai un documentaire qui est prêt? J'avais le mandat de ramener les images seulement. C'est pas moi qui monte. Okay. Donc, éventuellement, il va y avoir une petite capsule sur Internet. Mais j'aurai la fierté de dire que c'est mes images qui vont circuler là, par la suite. Mais pour moi, ça a été un beau défi. Ça faisait longtemps que j'avais pas repris la caméra. Puis là, ben c'est ça. C'est concret. Quand je regarde les images, je dis « OK, j'ai vraiment été là. Je l'ai vraiment fait. » Donc, sur ma liste, c'est coché. C'est coché. Oui. Les projets futurs? Projets futurs, plusieurs voyages encore. En Afrique? Bien, là, ça va être le Vietnam, le prochain. Ah oui? Oui. Une raison particulière?
Un beau projet avec une école secondaire. Je suis accompagnatrice avec le Collège Sainte-Anne-de-la-Chine. On va partir en février 2015. Sinon, la poursuite de mes projets de médiation culturelle, les ateliers. Puis j'espère revenir partir de Montréal pour venir donner des ateliers ici. J'aimerais ça. Ben, pourquoi pas? On pourrait lancer l'invitation aux gens qui sont dans les écoles et qui pourraient faire appel à vos services. Ça me fait plaisir. Ce sont des ateliers que vous donnez à ce moment-là? Oui, c'est un petit voyage au Burkina, en fait, que j'offre. Alors, on a fait, je pense, pas mal le tour de votre carrière jusqu'à maintenant, puis de ce que vous faites. Il y a une chose qui semble certaine, c'est que vous semblez fort heureuse de ce que vous faites. Vraiment. Je pense que vous avez vraiment le bon endroit là, pour vous exprimer. Oui. Alors, on vous remercie de vous être prêté à cette courte entrevue parce qu'on aurait pu... on aurait pu jaser longtemps. Davantage. Hein? Alors, on vous remercie beaucoup, puis on espère qu'on aura l'occasion de vous accueillir à nouveau. Je l'espère. Merci beaucoup. Alors, Madame, Monsieur, merci d'avoir été des nôtres. On vous invite à être là pour une prochaine émission d'Art, Culture et Patrimoine.